Eh bien, bonjour, bienvenue dans La Phase, podcast cinéma, avec moi-même, Mathias et Hugo. C'est le 3e épisode de ce podcast diffusé également sur l'émission radio, sur l'émission Bendo Report, sur Radio Booster à Toulouse 89.1. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre sacré du cinéma. Tu voulais t'attaquer à lui, à David Lynch, en commençant par un de ses films les plus connus, peut-être même les plus discutés, les plus spécial, c'est Lost Highway. Donc ça a été réalisé en 1997 et ça raconte donc l'histoire d'un couple, notamment un saxophoniste, un musicien qui est joué par Bill Pullman et de sa femme Renée qui est jouée par Patricia Arquette. Et donc ce couple, ils reçoivent à un moment dans leur vie, des cassettes VHS chez eux, anonymes, et c'est dans ces cassettes, c'est donc leur maison qui est filmée et même c'est leur quotidien. On les voit en train de dormir et donc ils appellent la police. La police les aide pas trop et puis au fur et à mesure du film, il y a plein de petits éléments un peu particuliers qui se passent et au final Bill, le musicien est filmé, on le voit en train de tuer sa femme et donc il est condamné et puis après cette condamnation, il est enfermé en prison et là, il disparaît. Et un autre personnage apparaît à sa place, donc un jeune mécanicien qui le remplace, qui mène une vie totalement différente. Et donc le film est en 2 parties, la première partie avec ce musicien, la deuxième partie avec ce mécanicien, qui n'ont pas la même vie, mais au final, il y a des éléments qui les lient tous les deux, notamment la figure féminine, donc jouée par Patricia Arquette, qui joue la femme du musicien dans la première partie, et qui joue une femme un peu plus mystérieuse, une femme fatale un peu, qui va séduire le jeune mécanicien. Est-ce que, d'après toi, j'ai à peu près résumé correctement, Hugo ? Oui, c'est sûr qu'on va en reparler, mais c'est pas un film dans lequel l'intrigue est limpide. Donc forcément, par rapport au film qu'on a fait avant, il est beaucoup plus difficile à résumer. Je pense que tu as dit dans la narration, le truc le plus majeur quand même, c'est que c'est un film coupé en 2, et où carrément on a un personnage qui est remplacé par un autre personnage après. Ça c'est un processus que pour celles qui ont peut-être vu Mulholland Drive de David Lynch, c'est un truc qu'il a déjà utilisé. Alors dans Mulholland Drive, ça se faisait sans que ce soit dit. Et alors là, c'est intéressant, on a un personnage dans Lost Highway, un personnage qui est remplacé par un autre, mais c'est dit quoi. On nous dit à un moment, les flics voient, ils se disent, c'est fou, il y a 1 heure c'était lui dans la cellule, et maintenant c'est un autre gars qui a 20 ans de moins, etc. Donc premier truc frappant de ce film, c'est qu'il est coupé en 2, avec un protagoniste masculin qui change. La deuxième chose aussi, je pense, sur la structure qu'on remarque dans le film, c'est que c'est un film un peu circulaire en même temps. On commence avec une autoroute, avec un morceau de David Bowie, on finit avec l'autoroute et un morceau de David Bowie, et déjà il y a un peu un premier paradoxe, c'est un film sur une autoroute qui devrait aller en ligne droite, et pourtant qui boucle. Et je finis avec ça, je pense que c'est un film qui nous donne un sentiment assez paradoxal, parce qu'on a l'impression, je pense, d'une sorte de contraste entre l'enfermement du personnage et la liberté assez joyeuse, formelle du film. Ouais. Même dans cette histoire de boucle, il y a aussi l'intro et la fin du film, avec cette fameuse phrase Dick Lawrence est mort. Mm-hmm. Donc ça, c'est la phrase qui est dite, il l'entend quand quelqu'un sonne chez lui, au tout début, ce musicien, il lui dit cette phrase, et au final, à la fin du film, c'est lui qui va sonner et qui dit cette phrase. Oui, effectivement, on retrouve ce truc de boucle, ce truc de paradoxe. Comment quelqu'un peut entendre une phrase si c'est lui qui l'a dite ? Et en fait, pour moi, l'erreur serait un peu de croire que ce serait une sorte de message codé et qu'il faudrait le décrypter et qu'en fait, il y aurait un sens précis dissimulé derrière tout ça. Moi, je pense pas du tout. Je pense pas qu'il y a un sens ou un message caché dans Lost Highway. Par contre, c'est un film qui nous fait éprouver des choses. Qu'est-ce qui nous fait éprouver ? Déjà, je pense, ça se sentait un peu dans la présentation que tu as fait, il y a une sorte d'abolition dans ce film entre ce qui est dehors du rêve, du fantasme et du réel. Et là, on peut vraiment dire que c'est un film onirique au sens fort. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends 2 films qui parlent du rêve, souvent, ils vont garder cette distinction-là. Par exemple, Inception, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on est dans un rêve ou est-ce qu'on est dans la réalité. Donc, on garde cette séparation-là. Là, ce qu'il y a de très beau dans le film, c'est que cette distinction-là disparaît un petit peu. Alors, il y a une scène précise dont je parlerai bien rapidement qui évoque vraiment très bien ça. C'est au début, Fred raconte à sa femme un rêve. Et alors, quand il raconte le rêve, ce rêve est illustré visuellement. Et alors déjà, visuellement, la texture du rêve, c'est la même que celle du réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sur l'image qui nous fera croire que c'est un rêve. Mais alors ensuite, il est en train de raconter le rêve, et puis là, il se réveille. Comme si il était en train de raconter le rêve, alors qu'en fait, il dormait, donc il était encore en train de rêver, et il se réveille, et c'est quand il se réveille qu'il voit que le visage de sa femme a été remplacé par le visage de celui qu'on va comprendre, qui est le Mystery Man. Et donc, en fait, on a eu une texture vraiment de rêve, un effet onirique, mais au moment où le personnage se réveille.
Et donc on voit que cette scène, elle a complètement mis sans dessus-dessous nos rapports entre le rêve et la réalité, vu que les rêves semblent avoir un peu la matérialité du réel. Il n'y a pas de licorne, il n'y a pas d'événements purement oniriques, et qu'à l'inverse, ce qui pourrait être la réalité a l'étrangeté d'un rêve. Et donc en fait, je pense que le film abolit un peu cette distinction-là tout de suite. C'est ce qui nous pousse peut-être aussi à penser qu'on est en train de voir... on est perdu dans la psyché du personnage principal, qu'en fait on est enfermé dans ses propres illusions, dans ses propres fantasmes. Absolument, d'ailleurs ça je pense c'est dit dès le premier raccord du film. Donc raccord c'est quand on passe d'un plan à un autre, on a cette autoroute qui défile, on ne sait pas si c'est une vraie autoroute, et puis premier accord de cette autoroute on arrive au visage de Fred, du héros, et donc on comprend que cette autoroute c'est peut-être un peu ce qui se passe dans sa tête, même si le film va remettre un peu ça en question, vu qu'à la fin il sera vraiment sur cette autoroute, mais qu'en tout cas on comprend qu'on est face à un film qu'on pourrait dire un film mental, je dirais pas du tout un film intellectuel, mais un film mental, en sens on plonge dans la psyché de Fred. Il va dire à un moment, quand les flics lui demandent pourquoi il aime pas filmer, il va dire parce que j'aime bien me souvenir comment les choses me sont apparues et pas comment elles se sont passées vraiment. Et on comprend que le film essaie de nous montrer ça, de ne pas nous montrer un monde objectif, mais de nous montrer un monde qui serait le monde, ce qui se passe dans la psyché de ce personnage. Toi, du coup, pourquoi est-ce que ce film te fascine autant ? Déjà, je pense qu'il fait un truc. Alors, j'ai parlé de l'abolition entre rêve et réel, qui est déjà un truc assez rare en fait. Et une autre chose que je pense le film fait d'assez radical, c'est qu'il abolit un petit peu ce qu'on appelle nos catégories de l'entendement, c'est-à-dire le rapport au temps, le fait que le temps est linéaire, le fait qu'un personnage ne peut pas être à un même endroit ou à un autre, etc. Il y a une scène, je pense, qui est très frappante là-dessus. C'est la première apparition réelle du Mystery Man, là, de ce personnage un peu de clown. Donc, il apparaît à une soirée, il apparaît comme ça à Fred. Et alors, quand il apparaît, toute la musique comme ça commence à diminuer, tout l'environnement sonore commence à diminuer, et on pourrait se dire ok, c'est juste un effet pour marquer, pour dramatiser un peu l'apparition de ce personnage-là, qui dit en ce moment je suis dans ta maison. Donc il est à la fois là et à la fois dans la maison du personnage. Il lui tend un téléphone, il dit appelle-moi. Je trouve ça assez drôle, appelle-moi, regarde, je suis dans ta maison. Donc il appelle, et il fait oui. Rends-moi mon téléphone, s'il te plaît. Et donc, bref, il y a tout un jeu comme ça sur la contradiction. Et alors, quand le personnage repart, la musique, l'ambiance de la fête dans laquelle c'était revient, mais la musique est toujours exactement au même stade que là où elle était avant de baisser. Et donc Lynch nous a pas dit regardez, ce personnage est un fantôme, c'est un fantasme. Non, mais il nous a créé un peu une sorte de doute. Déjà, quand il arrive, tout l'environnement sonore réel diminue, et puis quand il repart, l'environnement réel reprend dans le son, mais comme si ça n'avait pas bougé, comme si en fait, ce personnage-là avait pas vraiment existé, qu'il était une sorte de pause un peu dans l'espace-temps. Donc ce serait une première étape, ce serait que le film remet quand même violemment en question notre rapport un peu spontané, habituel au monde, à l'espace, aux rêves, etc. Il y a énormément de moyens techniques, notamment la bande-son, qui permet de rentrer du coup dans cette psyché des personnages et de nous perdre à nous en tant que spectateurs. Ouais, d'ailleurs, je pense pour essayer de rentrer un peu dans le vif, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de retracer un petit peu ce qui se passe dans ce film, parce que je pense que c'est un film dans lequel on a dit l'intrigue est pas claire. Par contre, il se passe beaucoup de choses, on éprouve beaucoup de choses, je pense. Alors le premier, t'as parlé du début, cette première partie avec Fred et sa femme, il est déjà déstabilisant. C'est-à-dire que c'est déjà très étrange. Il y a des effets sonores bizarres, des dialogues un peu inattendus, etc. Même leur relation entre eux est très particulière. Leur relation entre eux est très étrange, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est que des scènes très banales. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà angoissé, alors même qu'il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de crime. On a un personnage qui, en gros, est jaloux, il a peur que sa femme le trompe. On est vraiment sur des situations extrêmement banales, mais filmées de manière extrêmement étrange. Et il y a aussi un truc, je pense, qui est frappant dans le film, c'est la dramatisation de micro-événements. Par exemple, il y a une scène de sexe entre les deux. Et on a l'air de comprendre que Fred a peut-être joui un peu vite, peut-être qu'il bandait pas très bien, on comprend qu'il y a un truc un petit peu, et elle lui tape sur l'épaule en lui disant « It's okay ». Et alors là, le tapage sur l'épaule est au ralenti, et on a l'impression que c'est l'apocalypse. Et puis lui-même, son visage, il a une tête complètement, il est détruit, quoi. Exactement, et donc déjà, on a un truc assez fort, on va avoir un film dans lequel il y a des meurtres et des poursuites, etc. Mais dès le début, on n'est même pas là-dedans, on est dans du banal total, que c'est déjà angoissant. Ensuite, on a les cassettes qui arrivent, mais c'est pas le schéma classique de « on a un truc équilibré à la base », est plutôt normal, et un élément perturbateur vient le déranger, c'est déjà bizarre, et il y a un élément perturbateur qui va nous pousser à rentrer encore plus dans cette bizarrerie. Et alors, je finis avec ça sur la première partie, ces éléments marquants, donc cette cassette par exemple, ce qui la rend d'autant plus étrange, c'est que cette cassette ne montre pas, c'est pas une sextape, ou c'est pas un snuff movie, c'est eux dans leur vie banale. Elles disent juste, tu es regardé.
mais on sait pas par qui, il y a pas de rançon, il y a rien. La chose est mystérieuse en soi, mais elle est en même temps très anodine. Et donc ce début est très étrange, mais en se basant sur des éléments très banals. La deuxième partie, par contre, t'en as un peu parlé, elle repose sur des éléments a priori plus traditionnels du cinéma. Le héros devient un beau gosse, très puissant sexuellement, avec une sorte de sex appeal. Il y a une femme fatale, il y a un gros méchant mafieux, il y a des poursuites, il y a des armes, etc. Il y a une figure de grand méchant. Qui s'appelle la Dick Lawrence. Donc là, je pense qu'on a un peu une sorte de schéma de rêve aussi, comme si notre héros s'était déplacé, avait transposé ses angoisses banales et mesquines dans un monde où ces angoisses sont justifiées, quoi. Autant ces angoisses du début, elles sont ridicules. Il a peur d'être trompé par sa femme, dont pourtant tout dit qu'elle l'aime et qu'elle ne le trompe pas. Bon, dans la deuxième partie, c'est bon, il a peur, mais c'est parce qu'il est poursuivi par un grand méchant, etc. Puis etc. elle, sa femme devient une femme fatale, un peu séductrice. On sent qu'elle voilà, elle lui dit tu ne mourras jamais. Donc elle prend un rôle de entre guillemets mauvaise personne un petit peu, et comme si ça justifiait voilà ses angoisses lui dans le début. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, je pense qu'un truc qui est assez frappant, c'est que le personnage, je pense au début, il est très passif. Dans la première partie, on a dit il est assez impuissant, dans tous les sens du terme. Impuissant, mesquin, etc. Et dans la deuxième partie, il devient actif. Là, je pense à un schéma vraiment de rêve assez courant. Notre impuissance dans notre vie quotidienne, dans nos rêves, on devient acteur. Ou dans nos fantasmes, peut-être pas forcément des rêves, même dans nos fantasmes conscients. C'est des fantasmes, on devient acteur de notre propre vie et plus passif. Donc toi, tu verrais la deuxième partie du film comme une réponse à la première, où les angoisses du héros se transforment dans il les expie par des fantasmes et des rêves, ou par une situation plus normale qui justifie un petit peu ses actions dans la première partie. Bah, en tout cas, c'est sûr qu'on voit que les deux personnages sont liés, comme tu as dit, l'un est remplacé géographiquement par l'autre, il y en a un qui disparaît et l'autre qui apparaît. Et alors, je sais pas si tout ça est si clair narrativement, mais en tout cas, ce qui est assez clair, c'est la différence entre ces deux personnages, quoi. Ne serait-ce que physiquement. Il y en a un de la première partie, il est prostré. Quand il couche avec sa femme, ça n'a pas l'air super, etc. Dans la deuxième, quand ils font l'amour avec qui s'appelle Alice, du coup, en deuxième partie, ça a l'air spectaculaire, voilà, toutes les femmes l'aiment, etc. Donc on voit qu'il y a une sorte, on dirait qu'il y a une sorte de transfert, mais globalement, je pense qu'après, la cohérence du film, elle n'est pas tellement narrative, parce que, en fait, nos deux doubles, déjà, ils sont jamais expliqués narrativement, on nous explique jamais vraiment ce qui s'est passé, et ensuite, comme tu as dit, ils sont très différents. Déjà, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas du tout la même position sociale. Il y en a un qui vit dans une grande maison, qui est musicien, etc. L'autre qui est un mécanicien qui vit chez ses parents, etc. Donc, a priori, narrativement, on n'est pas du tout sur les mêmes lignes. Par contre, il y a des vraies résonances sensorielles, en fait, entre eux. Et ça, je pense, c'est là où Lynch est très fort. Encore une fois, c'est pas intellectuellement ou narrativement, c'est sensoriellement. Par exemple, il y a un truc qui est très beau, je trouve, dans l'écho des doubles. C'est donc Fred, notre premier, est musicien, saxophoniste, et le deuxième est mécano. Mais on dit de lui que le truc qui le caractérise en tant que mécanicien, c'est qu'il a les meilleures oreilles de la ville pour les moteurs. Donc on retrouve quand même cet élément sensitif entre les deux. Pareil, à un moment, il entend la musique de Fred à la radio, il entend le morceau de saxophone qu'on a entendu Fred jouer, et ça lui donne une migraine. Cette migraine, c'est ce qui caractérisait Fred dans la première partie, quelqu'un qui a toujours des migraines, qui demande de l'aspirine, etc., etc. Et du coup, on voit que nos deux personnages ne sont pas reliés objectivement, socialement, mais ils sont reliés par des trucs sensitifs, sensoriels. Le dernier point là-dessus, ce serait qu'ils sont tous les deux observés. Dans la première partie, Fred est observé par les cassettes. Dans la deuxième partie, il est observé par des policiers. Pete est suivi par des policiers. Ils ont chacun une expérience glauque avec des cassettes. D'ailleurs, vu que dans la deuxième, Pete est terrifié par les sortes de sextapes de Alice qui sont projetées. Et évidemment, mais ça tu l'as dit, le dernier point entre eux, c'est qu'ils sont amoureux de la même femme. Et pour reparler un peu de cet homme mystère, ce Mystery Man, toi, qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Moi, alors moi, dans mes hypothèses à moi, bien sûr, ça reste toujours ces hypothèses chacun, hein, mais je le voyais un peu comme l'incarnation un peu du coup du subconscient, un peu du personnage principal. Il arrive un peu, même à un moment, il l'aide à tuer un des personnages. J'ai l'impression qu'il représente un peu ce qui est enfoui au fond du personnage, donc la violence ou justement ce mystère, cette incompréhension, les pulsions, quoi, un peu. Bon. D'ailleurs, un truc qui va dans ce sens-là, évidemment, c'est qu'il lui dit une phrase que j'ai trouvée hyper belle. C'est un film dans lequel il y a peu de dialogue, mais dans lequel je trouve beaucoup de phrases sont quand même assez vertigineuses. Et dans la scène où le Mystery Man apparaît à Fred, il lui dit je suis chez toi en ce moment. Et Fred lui dit mais comment t'es rentré chez moi? Il fait vous m'avez invité. Moi j'ai pas habitude d'aller chez les gens qui m'ont pas invité. Donc évidemment, c'est que ce personnage fait partie de Fred d'une certaine manière. Et l'autre chose, je pense que ce personnage permet d'assez puissant, c'est que son arme à ce personnage, c'est sa caméra.
C'est-à-dire il y a même une scène qui pour moi est la scène la plus flippante du film où il poursuit Fred, mais il poursuit pas avec un pistolet, avec un couteau, il le poursuit avec une caméra. Et on a quand même un truc qui revient beaucoup dans le film, qui est l'angoisse d'être filmé, l'angoisse d'avoir des images de soi-même diffusées. Et d'ailleurs, dans la première partie, on a dit que les cassettes étaient des cassettes intimes, donc on les filme chez eux, et ces cassettes vont se transformer en cassettes sexuelles dans la deuxième partie. Et un autre truc que ce film fait par rapport à cette histoire de cassette, qui je pense est introduite un peu par le Mystery Man, c'est l'abolition un petit peu de la différence entre des images fictionnelles ou cinématographiques, vidéo, et les images de la réalité. Par exemple, dans la fameuse scène où Fred tue sa femme, on a des successions d'images qui alternent entre des images d'un meurtre réel et des images en noir et blanc filmées en cassette VHS. Un truc qui revient à un certain moment dans le film, la séparation entre le rêve et la réalité s'estompe, mais c'est aussi la séparation entre les images fictives, les images captées et les images réelles. Et je pense que c'est Lynch essaie vraiment de nous faire une sorte de bain sensoriel dans lequel toutes nos distinctions habituelles sont un peu réduites à néant. Au début, ça semble encore tenir un peu. Il y a encore des cassettes et des vraies images. Et puis progressivement, ça se délite. Bon, bah, du coup, oui, on parlait de toutes les mécaniques du film pour créer des moments particuliers ou des moments intenses. Notamment, pour moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment cette BO qui est incroyable avec des musiques très fortes. Placées sur des scènes très fortes aussi, notamment celle par exemple de la voiture où Patricia Arquette sort de la voiture et regarde Pete au ralenti avec un regard très très intense, et il y a cette musique de Lou Reed qui souligne ça, qui est très beau. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette BO? Déjà, la musique, je commencerai juste avec ça, c'est déjà un élément intéressant vu que c'est un élément diégétique, c'est-à-dire que le personnage est musicien et on le voit jouer qu'une seule fois. Et moi, ce qui m'a frappé là en revoyant le film, c'est à quel point il joue tout seul. Et moi, en fait, j'y ai senti, je dis pas que tout c'était un symbole, mais moi j'y ai vu un mec qui se branle. On parle de branlage de manches en guitare, là on est vraiment sur, et c'est assez beau, hein, ça n'enlève pas la qualité de ce qu'il joue, mais on est vraiment sur un mec qui joue tout seul alors qu'il a un groupe autour de lui, mais il est dans son solo tout seul et on a l'impression que c'est son seul espace de puissance. Alors que justement ce qui le caractérise, Fred, c'est son impuissance globalement. Dès qu'il est en situation sociale, à la soirée, il a l'air incapable de rentrer en contact avec quiconque, avec sa femme il est incapable d'établir un dialogue, il est dans une sorte de boucle personnelle, et de ce moment où il a sa puissance, c'est sa musique, mais c'est vraiment sa musique, c'est même pas sa musique en groupe, quoi. Il solote tout seul sur son saxo. Autre chose que tu as dit, moi un truc que j'ai cru remarquer dans le film, c'est que la deuxième partie a recours à de la musique beaucoup plus traditionnelle. En fait, tu as parlé du morceau de Lou Reed, on va avoir du Marilyn Manson, du Rammstein. Bon, c'est de la musique assez étrange, mais c'est des chansons de musique traditionnelle. Alors que la première partie, on est beaucoup plus sur de la musique dissonante, de la musique atmosphérique, etc. Et en fait, de manière générale, la deuxième partie repose sur des éléments traditionnels de récit cinématographique assez clairs. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi déstabilisant. On a des mafieux, une femme fatale, des poursuites et de la musique stylée, quoi. Genre du Lou Reed. Et je pense que ça participe à cette étrangeté d'en fait il s'est plongé dans un univers de fiction. Si le film s'était ouvert par exemple Patricia Arquette qui sort de la voiture avec Lou Reed, on aurait trouvé que c'était une scène assez classique. Mais là, placé après 1 heure de ce film, après les transitions dont tu as parlé, etc., tout d'un coup, ces conventions cinématographiques nous apparaissent extrêmement dérangeantes et je pense que ça nous emmène vers un truc un peu plus profond du film, qui est qu'il va nous révéler de la vie, on va dire par exemple du cinéma traditionnel, il va nous révéler leur étrangeté. Par exemple, ce motif de la femme fatale, qui est un motif qu'on a vu 1000 fois au cinéma et dont là le film prend un peu la mesure. C'est en fait le motif de la femme fatale, ça se base sur l'idée que la femme est une traîtresse, qu'elle ne veut que l'argent de l'homme, etc., etc. Et là, c'est ce qui se passe dans le film, c'est l'impression qu'on a dans la deuxième partie, sauf que c'est après 1 heure dans laquelle on a déjà des suspicions sur cette Patricia Arquette, alors même que c'est des suspicions infondées. Et donc on repère l'étrangeté de ça. Et je pense, moi, la scène qui m'émeut le plus, tant tu l'as un peu évoqué, c'est la scène où ils couchent ensemble à la fin, Pete et Alice, et où Pete dit I want you. Et alors la première fois, c'est banal, hein, 2 personnes qui couchent ensemble, ils disent I want you, et puis ils le répètent, et puis ils le répètent, et puis ils le répètent, ils redisent I want you, puis à un moment ça devient bizarre, et c'est bon, j'entends vraiment la phrase I want you, c'est pas une phrase banale. Dire je te veux, je veux te posséder, est une phrase qui paraît au premier abord banale, mais vu qu'ils la répètent beaucoup, elle nous fait paraître son étrangeté, et à la fin, Patricia Arquette lui répond You'll never have me, tu ne m'auras jamais. Et donc, derrière cette banalité apparente, ils couchent ensemble, ils se disent I want you, il nous a fait ressentir la violence de cette phrase-là et le fait en plus que ce désir est impossible. Est-ce que du coup tu en as parlé de ce Dick Lawrence? Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur lui? Parce qu'il est quand même assez particulier ce personnage, il a aussi une place, une double place. Alors je sais plus, je suis un peu perdu là-dessus, mais je sais que par exemple par rapport à Patricia Arquette, il y a un moment où ils font l'amour parce qu'ils sont amants et elle kiffe ça.
et il lui fait très bien l'amour, mieux que le personnage principal, et du coup c'est pour ça que le personnage principal pète un plomb. Et il y a un moment aussi où en fait il a une figure de dominance sur elle, où il la force à faire des choses. Il est très ambivalent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce Dick Laurent? Oui, bah déjà, effectivement, il est central parce qu'on a dit que le premier élément perturbateur qui vient dans le film, c'est la phrase Dick Lawrence is dead. Et je pense que là, on est vraiment dans une partie assez psychanalytique du film, que ça parle assez peu, mais il s'agit quand même d'éclaircir des phrases, quoi, des éléments du réel. Alors j'avais dit par exemple dans Blue Velvet, c'est l'oreille coupée. Là, c'est cette phrase-là qui va s'essayer d'éclaircir et qu'on va éclaircir vu qu'en fait à la fin on comprend que cette phrase a été prononcée par le héros. Alors un autre chose sur ce personnage, moi je le trouve assez génial parce que certes en même temps c'est la figure du mal traditionnelle du cinéma. Souvent d'ailleurs, il y a souvent des figures comme ça dans les films de David Lynch, une sorte de d'homme maléfique qui a souvent 60-70 ans, qui couche avec des femmes beaucoup plus jeunes, qui est très libidineux, etc. On a ça aussi dans Blue Velvet, dans Mulholland Drive, etc. Qu'est-ce qui rend ce personnage excitant, je pense, qui justifie qu'il apparaisse dans le entre guillemets fantasme de Fred? C'est dans la première partie, Fred est le mari. Et du coup, il y a un amant éventuel. Il projette un amant éventuel. Mais dans la deuxième partie, c'est lui l'amant. Et du coup, c'est lui qui va recevoir vraiment le désir de Patricia Arquette, tandis que ce sera le mari, le trompé, le cocu, celui qui a une terreur folle d'elle, c'est le méchant, c'est Dick. Et donc il a un peu réussi, j'ai l'impression, à projeter son impuissance de la première partie dans quelqu'un d'autre pour lui devenir le jeune amant fougueux, etc. Ouais. On en revient à cette boucle là où il y a cette espèce de dissociation, de dédoublement qu'il a, et du coup il expie ses frustrations de la première partie dans la deuxième. Tu as parlé au début que ce film était un film qui était sur la psyché un peu de Fred. C'est un truc dans lequel le film rentre assez profondément, c'est le rapport de couple. Et notamment le rapport à la suspicion et à la paranoïa. Et ça, je pense, c'est vraiment le truc qui tient le film du début à la fin, vu qu'il s'agit toujours de suspecter notre partenaire, d'avoir une autre vie que celle qu'elle nous dit qu'elle a. Et notamment, ce suspicion, évidemment, va mener jusqu'au meurtre, mais on révèle aussi, évidemment, le besoin de projeter sur l'autre des choses et de se rendre compte qu'en fait, l'autre n'est jamais à nous, vraiment. Et je pense que, pour le coup, le film, alors, ne se résout pas, parce qu'à la fin, on peut pas dire que ça finisse bien, vu qu'apparemment, le personnage se dissout, explose, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui explose en lui, mais que quand même, j'ai l'impression, et ça pourrait aussi être comparé à la psychanalyse, il est quand même abouti, grâce à son fantasme, à une sorte de verbalisation de son problème. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, les deux phrases, moi, qui me marquent sur la fin, c'est le "You'll never have me", tu ne m'auras jamais. Il a quand même réussi dans son rêve à ce qu'on lui dise son problème fondamental, qui était ça de je veux la personne avec qui je suis. Et il y a, du coup, on comprend que ce film nous dévoile, c'est que dans ce désir, il y a une violence qui va jusqu'au meurtre, qui va jusque le fait de réimaginer sa femme en femme fatale traîtresse, alors même que c'en est pas une du tout a priori. Et d'ailleurs, il se réveille d'une certaine manière à ce moment-là, c'est-à-dire que là, on retrouve un truc un peu psychanalytique. Cette phrase est prononcée dans son fantasme, "You'll never have me", tu ne m'auras jamais. Et à ce moment-là, Pete disparaît et il est remplacé par Fred de nouveau, comme si cette phrase l'avait sorti de son fantasme intérieur. Et la deuxième chose, c'est d'avoir compris que ce qui était quelque chose qui venait de l'extérieur, la phrase "Dick Lawrence is dead", en fait, ça vient de soi. Parce que c'est lui qui dit cette phrase-là à la fin. Et alors, du coup, je pense que le film, quand même, avance de ce point de vue-là. L'autoroute a quand même avancé. On a tourné en boucle. On n'a pas résolu les problèmes du personnage. Comme à la fin d'une psychanalyse, on n'est pas censé avoir résolu ses névroses, mais on est censé avoir un peu mieux compris le problème. Et notamment, dans la psychanalyse, normalement, ce qu'on est censé comprendre, c'est que ce qu'on a projeté sur les autres, et on croit que c'est les autres qui nous persécutent, en fait, c'est quand même beaucoup nous qui avons projeté ça sur les autres. Et ça, c'est un truc que le héros semble comprendre, hein. En tout cas, c'est dit dans son rêve. Littéralement, la phrase qui te venait de l'extérieur, que tu as vue comme une menace, c'était toi qui l'avais prononcée. Du coup, qu'est-ce que ça dit pour toi un peu de Lynch, ce film? Comment ça pourrait le décrire, ce réalisateur? Alors, je pense que moi, j'ai aussi choisi ce film-là. C'était pas facile, mais parce qu'il y a beaucoup de films de lui que j'aime bien, voire que j'aime beaucoup. Mais celui-là, je trouve que ce qu'il a de singulier, c'est qu'il s'éloigne de plus en plus de la narration classique. C'est-à-dire que ses premiers films, par exemple Blue Velvet ou Elephant Man, sont quand même des films qui sont avec une narration assez classique dans lequel il y a beaucoup d'éléments étranges. Je l'ai dit, Blue Velvet, il se passe des choses bizarres, il y a une oreille coupée, etc. Mais la narration est quand même assez classique, on comprend ce qui se passe. Là, dans ce film-là, c'est à partir des années 90, c'est vraiment partir dans un délire où il enlève carrément la notion d'intrigue traditionnelle. Il va continuer à garder beaucoup d'éléments, on va dire, du patrimoine cinématographique, on a dit, qui viennent du film noir, quoi, du film policier. Mais il va s'affranchir de la narration
narration traditionnelle, et du coup, ça me paraissait particulièrement intéressant. J'ai un peu l'impression qu'il s'est trouvé avec ce film-là. Et ensuite, avec Mulholland Drive, il a vraiment trouvé sa forme. Et l'autre chose, c'est, j'ai dit que moi, c'est quand même un film qui me fait éprouver vraiment beaucoup de choses, quoi. J'en sors toujours, je ne sais pas exactement ce que j'ai vécu, mais j'en sors avec beaucoup d'effets. Et je prendrai juste un tout petit exemple qui vient de Blue Velvet, mais qui, je pense, éclaire aussi un peu Lost Highway. C'est tout le début de Blue Velvet, c'est que des choses sensorielles. On a le héros, son père a une attaque cardiaque. Il va le voir à l'hôpital et son père ne peut pas parler. Il essaie de parler, mais il a un organe de bouche qui ne parle pas. Scène d'après, le héros trouve une oreille coupée par terre. Donc il est face à une oreille, mais qui ne peut plus entendre. Après, il va être enfermé dans un placard pendant qu'il y a une scène de sexe. Vraiment, la scène, il est en train de coucher avec une femme qui trompe un peu son mec pour lui. Le mari rentre, il se cache dans le placard. Et du coup, il va être face à une scène de sexe qu'il va entendre, mais qu'il va pas pouvoir voir, etc., etc. On va être dans une sorte de grand réseau comme ça sensoriel, qu'on retrouve un peu dans Lost Highway, des sortes notamment de l'impossibilité de cerner le monde entièrement. Et là, je pense qu'on retrouve un truc un peu psychanalytique. Alors, je sais pas si Lynch lisait Freud, Lacan et tout, mais un truc que moi, j'avais trouvé intéressant dans la psychanalyse, c'est le fait qu'on s'interroge souvent sur des éléments singuliers. Par exemple, une phrase, un mot, un geste qui nous frappe par leur mystère. Et là, je pense que ce film, c'est vraiment ça. On a des éléments qu'on nous expliquera jamais. La cassette, la phrase, mais dans lesquels on va plonger, quoi. Ok, cool. Est-ce qu'on a une idée de notre prochain thème, prochain film, prochain réalisateur? Alors, moi, j'hésite un petit peu. Soit dans les 10-15 prochains jours, toi ou moi, on voit un truc d'actualité qui nous parle vraiment et on se dit, ah, ça, ce serait bien. Soit si on n'a pas ça, moi il y a une réalisatrice que j'aime beaucoup et dont j'ai revu un film là il y a pas longtemps qui s'appelle Kelly Reichardt, et voilà, donc je me dis, et je pense qu'elle gagnerait à être plus connue vu que pour moi c'est vraiment une des artistes qui me touche le plus aujourd'hui. Et du coup, soit si dans l'actualité il y a rien où on se dit qu'on aimerait le faire, peut-être il y a un film de Kelly Reichardt en particulier qui s'appelle Certaines femmes, que je trouve vraiment très très beau, et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de creuser ça, sauf si voilà, on a un petit truc d'actualité qui pop et qu'on nous dit qu'il faut faire ça. Ok, ça marche, Hugo. Merci beaucoup pour ton analyse. Merci à toi. Et à bientôt pour le prochain épisode de La Phase, un podcast diffusé également dans l'émission Bendo Report sur Radio Booster. Merci à tous, à la prochaine. Merci.